Bonjour et bienvenue sur Mizane TV. Nous recevons aujourd'hui François Burga, politologue, auteur de plusieurs ouvrages sur l'islam politique et spécialiste du monde musulman. Bonjour François Burga. Bonjour. Le bilan actuel à Gaza est de 9000 morts, dont 3800 enfants et plus d'1 million de déplacés. Vous vous êtes rendu à Gaza en 2019 et suivez de près la situation. Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement? Je pense qu'il faut cadrer, parce qu'on entend souvent dire que c'est une guerre contre le Hamas, ou même le Hamas, dit-on à l'israélienne. Je pense qu'il faut d'abord euh, redonner son contexte naturel à ce qui se passe actuellement. C'est une guerre contre les Palestiniens qui s'inscrit dans cette périodicité dont la classe politique française n'a pas la trace. Hein. On a le sentiment que les Français l'histoire de la relation israélo-arabe commence au 7 octobre. Non, évidemment, elle commence en 1948. Illégitimer le gouvernement ou le leadership du peuple qui vous résiste, c'est un très très vieil artifice des Israéliens d'une part, mais de tous les dominants d'autre part. Hein. La France voulait libérer les Algériens du FLN. Hein. Et souvenons-nous d'ailleurs qu'elle voulait libérer les femmes algériennes du FLN aussi. Et vous voyez que le parallèle peut aller très, très loin avec tout ce qu'on prête au Hamas. Donc euh, le Hamas, il faut le redire, plus personne semblait le savoir. Hein. L'embargo sur Gaza a commencé en 2006, lorsque, au terme d'une élection législative étroitement surveillée par l'Union européenne, le Hamas avait remporté les élections. Hein. Donc les députés du Hamas ont été mis en prison et le territoire de Gaza a été mis sous ce terrible embargo qui date depuis 2006 parce qu'il était le plus légalement du monde arrivé au pouvoir. Alors est-ce qu'il est illégitime parce qu'il n'y a pas eu d'élection? La réponse elle est facile, il est ni plus ni moins illégitime que l'autorité palestinienne qui elle non plus n'a pas été réélue en Cisjordanie, d'accord? Est-ce qu'il gouverne de façon autoritaire? Oui, sans doute, c'est assez vraisemblable. Mais qui sommes-nous pour donner des leçons de démocratie à nous qui soutenons Abdel Fattah Sisi, à nous qui avons décoré Abdel Fattah Sisi, Moubarak et à peu près tous les tyrans africains et arabes de la croix de la Légion d'honneur. Donc je pense qu'il faut évacuer ça. La situation à Gaza, c'est un épisode, c'est une exacerbation de ce vieux déni de l'égalité qu'est l'aventure israélienne d'abord, l'expansion israélienne ensuite, depuis 1948, en passant par 1967. Au vu du nombre très conséquent de victimes civiles du côté palestinien, on se demande si le peuple est visé ou seulement les activistes du Hamas. Certains membres du gouvernement israélien parlent de guerre totale. Quelle est votre analyse? Oh, il y a pas d'analyse, il n'y a pas besoin d'analyse, il suffit de voir la réalité. Vous savez que nous avons toute une série de commentateurs qui nous ont expliqué non, 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 c'est pas pareil. Si des enfants ont été tués le 7 octobre, c'est pas pareil que ceux qui sont tués après. Et puis après, parce que ceux qui sont tués après, c'est sans faire exprès. Et on voit qu'Israël utilise des bombes de très très fort tonnage qu'elle lance sur des zones urbanisé très densément. Donc, bien sûr, c'est une guerre totale. Il n'y a pas l'ombre. Le bombardement de Jabalia hier ou avant-hier a fait plusieurs dizaines de morts. Et la seule explication des autorités israéliennes était qu'il visait un combattant du Hamas, qu'un dirigeant du Hamas s'y cachait. Donc, c'est une guerre totale. C'est pas de la rhétorique, c'est de la description aussi factuelle que possible. C'est une guerre totale, c'est une punition collective que mènent les Israéliens contre l'ensemble de la population de Gaza aujourd'hui. Quelle est selon vous leur stratégie justement à l'État israélien alors? Écoutez, je lisais tout à l'heure un éditorialiste américain qui disait j'en ai marre de m'entendre dire que le conflit israélo-arabe est compliqué. Euh, Non, il est simple le conflit israélo-arabe. Et la stratégie israélienne, elle est relativement simple. Israël ne veut pas la paix. Israël veut la terre.
Israël veut coloniser l'ensemble de la Cisjordanie et si possible récupérer Gaza. Israël n'est donc pas contrarié par une résistance armée. Israël préfère à tout prendre, alors une date qui est très très importante pour comprendre la fragilité du soutien occidental en général, français en particulier, à la résistance palestinienne, c'est le fait que le lexique musulman ait acquis plus de visibilité avec l'arrivée au Hamas au pouvoir en 2006. Donc, dans ce contexte-là, il faut rappeler que Netanyahou préfère le Hamas parce qu'il préfère l'effet répulsif du Hamas. Donc, il veut qu'il y ait une résistance armée. Si elle est islamique, c'est encore mieux parce que le continuum de la résistance armée lui permet de s'abstraire d'absolument toutes les règles du droit international, de toutes les logiques de paix. Elle lui permet de continuer à passer en force. Passer en force, certainement pas vers la paix, passer en force vers l'occupation totale de la Cisjordanie et de Gaza. Et il faut rappeler, puisqu'on a dit que le Hamas avait trop de poils, faisait peur, il faut rappeler que depuis toujours, la résistance palestinienne a été qualifiée de terroriste. Quel qu'ait été le lexique des opposants, quelle qu'ait été leur religion, parce que Georges Habash, il s'appelle Georges, il ne s'appelle pas Mohammed, et c'est le Front palestinien de libération de la Palestine, et il était traité comme terroriste depuis le début. Et puis il faut peut-être rappeler une phrase qu'on a oubliée, qui est extrêmement éloquente. En 2001, Sharon veut mobiliser l'opinion publique occidentale, et il dit « Vous avez Ben Laden, et nous avons, et il ne dit pas nous avons le Hamas, il dit nous avons Yasser Arafat. » Donc, depuis toujours, on n'a pas eu besoin que s'islamise, entre guillemets, le lexique des militants de la résistance palestinienne pour qu'elle soit considérée exclusivement comme terroriste et comme islamiste, puisque c'est le lexique qu'aime bien entendre le public occidental maintenant lorsqu'il s'agit de criminaliser un acteur politique. Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah au Liban, vient d'énoncer son discours. Quels sont pour vous les points marquants de son intervention? Alors, je l'ai écouté très attentivement. J'ai tiqué la première fois lorsqu'il a dit l'opération Tawfan el-Aqsa est une décision palestinienne à 100%, c'est-à-dire l'opération du 7 octobre n'a pas été, comme certains de mes collègues grands spécialistes avaient cru pouvoir le dire le lendemain, décidée à Téhéran. Il a même insisté, vous me direz, on n'est pas obligé de croire tout ce que dit Hassan Nasrallah, mais il a tout de même précisé que cette opération avait été gardée dans le plus total secret et qu'elle avait bien été une décision 100% palestinienne. Après, il a essayé de plaider pour la crédibilité de son action actuelle. Il a mis en valeur les efforts militaires, l'importance du front actuel. Il y a des échanges de missiles, il y a des opérations militaires sur la frontière entre le Liban et la Palestine occupée. Donc il a longuement mis en valeur, disant que ça avait mobilisé des troupes, qui ne pouvaient pas aller à Gaza. Et sinon, le plus important de ce qu'il a dit, c'est l'avenir est ouvert à absolument toutes les options possibles. Nous ne craignons pas, on nous dit regardez comment est Gaza, il dit les ruines de Gaza, c'est un paysage que nous on connaît depuis très longtemps au Liban, ça ne nous fait pas peur. Donc il a gardé toutes les options sur la table, y compris celle donc d'un conflit plus important que celui qui se déroule actuellement sur le front libanais. Le traitement médiatique actuel insiste fortement sur le risque de montée de l'antisémitisme en pointant du doigt les populations françaises de confession musulmane, à travers notamment un supposé antisémitisme couscous comme l'a indiqué M. Perry sur LCI, ou encore un potentiel massacre perpétré par des ouvriers musulmans disposant d'explosifs, je cite M. Klarsfeld sur CNews. Que révèlent ces propos sur la température du débat en France, et notamment dans le traitement de la question israélo-palestinienne? Je ne vais pas répondre et aller au-delà. Je dirais que jamais, à travers la position qu'elle a adoptée depuis le 7 octobre, jamais la France ne s'est autant recroquevillée sur la scène internationale. Jamais la superficie, jamais la légitimité, la crédibilité de la France ne s'est tant rétrécie aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Nous avons l'écho, nous avons le soutien d'une fraction des dirigeants occidentaux, mais nous avons un désaveu croissant, de plus en plus explicite. J'ironisais il y a quelques minutes sur Twitter en rappelant que 2 jours avant le 7 octobre,
un grand spécialiste, enfin de ceux qui nous nourrissent la tête sur France Inter, là en l'occurrence c'était Frédéric Ancel, peut-être le connaissez-vous, pour moi c'est pas un spécialiste, c'est un militationniste, mais là il avait le maillot d'expert et il expliquait aux auditeurs ce qu'il y a d'original maintenant, c'est que Israël au Proche-Orient n'a plus aucun ennemi. Vous voyez à peu près la crédibilité du discours médiatique sur lequel la classe politique fonde sa gestion du conflit israélo-arabe maintenant. Alors, il faut rappeler, ça serait trop long, on n'a pas le temps, mais il faut quand même rappeler la structure des contresens de la posture française. La première, la plus importante, c'est que la France ne fait pas la différence entre l'agresseur et l'agressé, elle ne fait pas la différence entre le colonisateur et le colonisé. Je m'en prends souvent à la personne du dessinateur du Monde, Plantu. Pour Plantu, il y a les vilains colons d'un côté et les vilains Hamas de l'autre. Et il y a une faille béante dans ce dispositif, c'est qu'il y a un agresseur et il y a un agressé. Il y a une autre disparité terrible de la logique gouvernementale, c'est que le discours politique français criminalise toute proximité de la religion musulmane avec le politique. Ça donne l'islam politique, hein, ça donne le frérisme, n'est-ce pas mais on oublie qu'en face, hein, la pensée politique qui fonde l'existence même de l'État israélien est une pensée religieuse. Et on oublie que cette proximité religieuse, depuis l'arrivée de l'extrême droite ultra-orthodoxe au pouvoir, elle est devenue totalement explicite. Et on continue à annoncer, comme le fait M. Ciotti, qu'il y a la seule démocratie du Proche-Orient qu'il faut soutenir contre les barbares de l'islam politique en face. Donc, bon, la position française, elle explose en vol lorsqu'on compare l'attitude vis-à-vis du conflit ukrainien, hein, et du conflit palestinien. La moindre des frappes russes est criminalisée, et c'est une bonne chose, il faut le faire, lorsqu'elle vise des Ukrainiens, et elle est totalement banalisée, euphémisée, lorsqu'elle touche les civils palestiniens parce qu'ils sont musulmans. Donc, bon, l'État français, il est dans un véritable festival de deux poids, deux mesures. Pourquoi? On peut peut-être le dire, ce serait peut-être le cœur de ce que j'ai envie de dire. Comment se fait-il que cette position ait évolué au fil des années? Pourquoi? Parce que la dynamique qui traverse la population française en profondeur, c'est une dynamique de droitisation. Elle se focalise sur quoi? Sur la dernière couche de l'immigration qui a fabriqué le corps national. Elle est focalisée sur la composante musulmane de la population française. Qu'est-ce qui s'est passé en profondeur dans la société française? Le discours anti-musulman qui était cantonné à une certaine frange de la classe politique, l'extrême droite, puis la droite, a commencé à grignoter la gauche avec le printemps républicain, jusqu'au Parti communiste, attention, donc à grignoter des pans entiers de la gauche, et puis en septembre 2020, discours des Mureaux, le discours islamophobe, j'emploie le mot, est devenu le discours de l'État. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? L'extrême droite, qui était traditionnellement en tension avec l'État hébreu parce qu'elle était qualifiée d'antisémite, a mis la priorité explicitement sur son antagonisme avec les musulmans de France. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le soutien aveugle à l'État hébreu actuellement surfe la poussée islamophobe dans le tissu politique français. Et donc, si vous voulez faire des voix actuellement en France, et c'est ce que M. Macron a compris, il faut être islamophobe. Et donc, être islamophobe et soutenir le soutien inconditionnel à Israël, c'est faire une guerre sans limite, par procuration, contre ces musulmans dont vous critiquez la présence dans vos banlieues. Et il n'y a plus de mystère aucun. Maintenant, Zemmour, qui craint le grand remplacement, qui fantasme le grand remplacement en France, est allé prôner le grand remplacement des Gazaouis à Gaza. Vous voyez? Donc je pense que tout en revient, si on va aller au cœur du problème de la société française, c'est cette poussée islamophobe. Et moi, cette poussée islamophobe, je ne la ramène pas à un conflit entre des religions. Je ne la ramène pas non plus à la spécificité de la laïcité française. On n'a rien contre l'islam. On a contre la présence d'une religion dans l'espace public. Ça, c'est le discours, c'est le prétexte. Pour moi, les vraies racines de cette poussée islamophobe qui permet de cimenter le soutien aveugle à ceux qui tuent des musulmans, les Israéliens,
c'est un choc post-colonial. On est dans une logique où la société française ne tolère pas que la quatrième génération de ceux qui ont été colonisés demande ses droits. Et quels droits elle demande? Tous ceux qui sont inhérents à sa nationalité, et elle demande le droit de participer à l'écriture de l'histoire de sa relation avec la société française. Et c'est ça, pour moi, le cœur du problème. Nous sommes dans un contexte post-colonial où la société française entend illégitimer les descendants des colonisés. Ils sont majoritairement musulmans, il faut les combattre. Il y a des gens qui les combattent à l'autre bout de la Méditerranée. Eh bien, c'est une espèce d'exutoire de l'islamophobie française, ce soutien aveugle à l'État d'Israël qui déshonore complètement, qui discrédite complètement ce pays qui entend ici et là se parer de la défense des droits de l'homme. Vous avez déjà rencontré des membres du Hamas à Gaza et travaillé sur le sujet depuis des années. Pouvez-vous nous informer sur leurs objectifs? Non, j'ai pas travaillé que sur les gens du Hamas, j'ai travaillé sur les courants islamiques d'une façon générale dans toute cette région du monde. Donc le Hamas n'a rien d'original. Le fait que les militants de libération de la Palestine, bon, Harakat al-Muqawama islami, ça veut dire le mouvement de la résistance islamique, le fait qu'ils parlent musulmans n'a absolument rien de surprenant. Ils ont eu un itinéraire tout à fait comparable aux autres sociétés de la région où des majorités politiques se sont formées en faveur. Alors quand on dit les islamistes, c'est une catastrophe parce qu'on risque de tout mélanger. Dans les islamistes, on met Baghdadi, le leader de Daesh, et Ranouchi, celui qui a fait adopter une très belle constitution à la Tunisie, qui est actuellement en prison. Mais disons que le retour en grâce du lexique musulman dans le langage politique qui caractérise Hamas et dont se servent les Occidentaux pour criminaliser la résistance palestinienne, c'est un phénomène tout à fait naturel. Que la France comprend encore moins que les autres parce que les anglo-saxons admettent la présence du religieux dans l'espace public. In God we trust, c'est écrit sur le dollar. Mais les Français, on en reste à notre modèle révolutionnaire qui a voulu que pour devenir libre, moderne, démocratique, il a fallu qu'on combatte l'Église. Hein. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que l'adhésion à une identité religieuse, qui dans le cas du monde musulman joue pour le moment, de mon point de vue, une fonction identitaire beaucoup plus que religieuse. Là, je dis souvent la raison pour laquelle le lexique islamique plaît aux masses dans cette région du monde, c'est pas parce qu'il est sacré et divin, c'est parce qu'il est endogène, il est homemade. Eh bien, le fait que les militants du Hamas parlent musulmans ne les empêche absolument pas d'avoir sur le terrain démocratique des performances qui sont tout à fait comparables avec celles de leurs adversaires, par exemple Abdel Fattah Sisi, par exemple n'importe lequel des tyrans de la région. Donc pour moi, il est extrêmement important de casser cette dichotomie déclarée par les Occidentaux, cette antinomie entre les islamistes et le très très lent mouvement de démocratisation des sociétés dans cette région du monde. Donc pour moi, le Hamas, ben oui, j'ai rencontré leurs militants depuis longtemps, dans diverses circonstances. Je me suis exprimé devant eux dans divers pays. Et donc, bien sûr, je ne parviens absolument pas à les criminaliser, comme le fait 90% malheureusement du discours de l'intelligentsia française, y inclut la gauche, parce qu'il y a deux formes de rejet, deux lexiques de rejet des islamistes. Il y a le classique lexique de la droite et de l'extrême droite, mais celui de la gauche n'est pas mieux. Les communistes, le canard enchaîné ne fait pas mieux dans la description des réalités du Proche-Orient que ne fait l'extrême droite du Rassemblement national. Et c'est ça qui est terrifiant dans la société française, c'est que, bon, sur des tas de questions, le canard enchaîné vote ou parle comme valeur actuelle. Et c'est une des caractéristiques de l'impasse dans laquelle se trouve notre société aujourd'hui. Pour beaucoup d'analystes, enfin, en Israël ou même en France, le Hamas est aujourd'hui comparé à Daesh ou un mouvement pire que les nazis. Bon, Qu'est-ce que mais vous ça, pensez de ça? encore une fois, pour montrer la vanité de ce genre de propos, il faut rappeler que Sharon a comparé Yasser Arafat avec Al-Qaïda. Donc vous voyez, c'est déjà pas très 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 sérieux.
Maintenant, si on veut très très sérieusement comparer les deux mouvements, non, ils n'ont pas grand-chose à voir. Encore une fois, quand on parle des islamistes, moi je dis tout le temps, attention, ça va de Ranouchi à Baghdadi, c'est-à-dire c'est tout n'importe quoi, l'inverse et son contraire. Avec le même lexique musulman, on peut avoir des modes d'action complètement différents. Le Hamas, c'est un mouvement national. C'est un mouvement qui a une temporalité et une territorialité très limitée. Il vise la libération de la Palestine de l'occupation israélienne. Et il ne se soucie pas de savoir si au fond de l'Ouzbékistan, l'islam vaincra. Alors que Daesh a un agenda dont la temporalité et la territorialité est beaucoup plus grande, c'est-à-dire il ne s'intéresse pas seulement, par exemple, au conflit de l'Irak où il est né, ou de la Syrie, il s'intéresse au monde entier. Hein. Donc rien que ça en fait des mouvements complètement différents. Ensuite, Daesh a eu un agenda. Moi, je plaide pour la contextualisation de la violence de Daesh quand il s'en prenait aux bourreaux du régime syrien. Mais par contre, quand Daesh s'en est pris aux minorités religieuses en Irak, il n'y a aucune contextualisation nécessaire. C'est de la violence sectaire, elle est entièrement, totalement condamnable. Or, le Hamas cohabite avec des chrétiens palestiniens. D'ailleurs, on aimerait bien entendre les protecteurs des chrétiens d'Orient se mobiliser pour les défendre, d'accord? Donc le Hamas a prouvé des dizaines de fois qu'il cohabitait avec les minorités religieuses sans aucun problème. Le Hamas, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas antisémite per se, il est anti-occupation militaire israélienne. Et donc ces mouvements-là sont très 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 différents. Mais bon, le lexique de la propagande, quand on veut tuer son chien, on lui donne tous les défauts de la terre. Mais la meilleure réponse, c'est de rappeler qu'avant même que le Hamas existe, hein, tous les résistants palestiniens étaient traités de terroristes par les Israéliens, dans le plus grand silence des observateurs occidentaux qui avalaient parfaitement cette formule. Quand on observe les événements actuels et les haines de part et d'autre, on se demande quelle peut être l'issue. Selon vous, quel horizon se présente au peuple palestinien pour changer cette situation tragique? Moi, je suis très très optimiste pour les Palestiniens. Je le suis beaucoup moins pour les Israéliens. Voilà. Pour le reste, je laisse le futur aux devins, mais j'ai l'intime conviction que les Palestiniens vivront un jour libres sur leur terre. Israël est en train de rater année après année toutes les possibilités qui lui ont été offertes par les nombreux plans de paix qui étaient portés par des forces considérables, par l'amendement de la charte de l'OLP. Même le Hamas a fait des pas considérables dans la direction de l'acceptation réelle deux États. Eux, ils le refusent. Mais je pense qu'un jour viendra où les États-Unis ne seront plus capables d'assurer l'hégémonie militaire d'Israël, et ça sera peut-être là le turning point de ce très très long conflit. Il y a d'autres portes de sortie moins violentes. Elles sont pour l'heure dans les mains des Israéliens et de leurs faux amis occidentaux, de ceux qui leur tolèrent tout, n'importe quoi et le pire, sans se rendre compte qu'ils ne les poussent pas vers une issue heureuse. Vous pensez que le rééquilibrage des puissances mondiales fera changer la situation au Proche-Orient? Ah oui, bien sûr. Moi, de temps en temps, je regarde du côté de la Chine. Je dis, si la Chine voulait lever le petit doigt, elle peut rétablir l'équilibre au Proche-Orient. Mais je regarde, souvent je m'exprime devant un public arabophone et musulman, et je provoque un petit peu à la fin. Je dis, vous savez, je me fais pas trop de soucis pour vous. Vous vivez des situations extrêmement difficiles en Syrie, au Yémen, partout, en Libye, mais grosso modo, je pense que vous allez dans la bonne direction. Alors que nous, les Occidentaux, Trump, Zemmour, si c'est cette direction-là que prennent nos sociétés respectives, eh bien je suis effectivement beaucoup plus pessimiste pour nous que pour eux. Merci François Burga. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle à nos auditeurs de s'abonner et de partager cet entretien. Et puis merci et puis à très bientôt sur Mizan TV.